Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage et de débat en direct de l'Assemblée nationale. Avec à mes côtés ce soir Lou Fritel, journaliste à Paris Match. Bonsoir Lou. Bonsoir. Et Laurent Guimier est là aussi. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Vous allez bien tous les deux? Ça va. Parfait. Très très bien. Tant mieux, c'est parti pour le sommaire. Avec à la une ce soir, l'Assemblée nationale qui reprend donc le cours normal de sa vie. Séance de questions au gouvernement cet après-midi. La première depuis le 8 juillet. Mais tout peut s'arrêter dès demain. 2 motions de censure RN et LFI sont examinées à 9h demain matin. Le gouvernement Lecornu est de toute façon en sursis. S'il échappe à la censure demain, quelles sont ses chances de passer Noël? Eh bien, on va en parler ce soir avec Benjamin Morel, constitutionnaliste. Bonsoir. Et merci d'être là aux côtés de Bénédicte Fouché, rédactrice en chef chez AEF Info, spécialiste des questions de retraite. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir. Et Frédéric Dabi, directeur du pôle opinion à l'Institut IFOP. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Nous en parlerons aussi dans les off de Lou avec Lou Fritel. Ah bah c'est encore le cirque chez LR et la ligne devient de plus en plus illisible. Et puis à 20h, ce sera quelle histoire avec Laurent Guimier? Oui, j'ai passé au peigne fin les premiers pas des petits nouveaux du gouvernement, ceux de la société civile. Et comme à chaque fois, c'est pas évident de devenir une femme ou un homme politique du jour au lendemain. Ah, c'est sûr. On poursuivra la discussion dans la deuxième partie de Chaque Voix compte avec la question qui fâche. Êtes-vous prêt à parlementer? Le gouvernement Lecornu, s'il échappe à la censure, va-t-il engendrer enfin un budget? Eh bien, on en débattra avec 3 députés. Anaïs Bellouassa-Chérifi, députée LFI, Harold Duvart, député Lyotte, et Thibault Bazin, député LR. Et puis ensuite, à 20h30, ce sera Bourbon Express avec Marco Pommier, le journal de l'Assemblée nationale. Vous allez voir, ça a été chaud bouillant aujourd'hui. On attend évidemment vos questions ou vos réflexions. Vous pouvez flasher le QR code qui s'affiche ici. Ça, c'est le menu du soir. Installez-vous confortablement. Chaque voix compte, c'est parti. Ils ne le savent sans doute pas, mais les 577 députés et le gouvernement ne parlent que de notre émission depuis hier. Si, écoutez bien. Dans une situation politique que vous décrivez vous-même comme fragile, chaque voix compte. À partir d'aujourd'hui, chaque vote va compter. Chaque parlementaire se prononcera. Chaque vote sera un acte. Chaque groupe va être mis devant sa responsabilité. On va être dans un moment où chaque voix, chaque vote va compter. Chaque voix compte et je vois les invités hocher de la tête. Ce soir, ils ont bien raison parce que chaque voix va compter demain matin à 9h lors de l'examen de ces 2 motions de censure déposées par la France Insoumise et par le Rassemblement National. Et Emmanuel Macron a prévenu hier, une motion de censure est une motion de dissolution. Le gouvernement Lecornu va-t-il tomber demain matin? On va d'abord voir où en est la jauge de la censure ce soir avec Thibault Enoch. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028. Une annonce de suspension et des applaudissements socialistes. En complément, En quelques mots, des claquements de mains et un satisfecit. C'est une victoire, assurément. La perspective de la censure s'est éloignée hier pour Sébastien Lecornu. Le PS ne la votera pas. Nous avons accepté l'idée de commencer à travailler sur le budget, de le faire donc sans voter la censure demain, pour une raison simple, c'est que nous avons besoin d'un budget et que nous avons un gage donné par le Premier ministre de sa bonne foi. Un gage selon les socialistes, un leurre selon ceux qui voteront la censure malgré tout, le RN en tête. Vous croyez que nous, on est comme le PS, on court après la baballe qu'on nous lance? Mais on ne court pas après la baballe. Cette fois-ci, nous censurons. Oui. Parce que nous voyons bien que toutes les manœuvres consistent encore une fois à essayer d'échapper à l'élection. Retourner à l'élection via la dissolution, c'est le but des motions de censure qui seront examinées demain. La première déposée par le Rassemblement national, la seconde par la France insoumise, soutenue par les communistes et les écologistes. Nous refusons cette mascarade qui consiste à dire qu'on a tout changé pour rien changer. Des motions qui, sans les voix du PS, n'ont quasiment plus aucune chance d'être adoptées. Elles totaliseraient 265 voix sur les 289 nécessaires. 24 voix seraient ainsi manquantes. Seul espoir des censeurs dans ces conditions, être rejoints par des frondeurs. Moi, j'invite ce matin les députés socialistes à désobéir. Des désobéissants qui devraient se compter sur les doigts des 2 mains. Au PS, 5 députés maximum pourraient voter la censure, 2 chez les Républicains, à quoi s'ajouteraient 3 députés non inscrits. Un total loin des 24 voix manquantes pour faire tomber Sébastien Lecornu.
Alors, vous êtes tous les trois de fins observateurs de la vie politique. Je vous pose la question à tous les trois. Ça passe ou ça casse demain matin, Benjamin Morel? Alors, a priori, c'est toujours difficile en ce moment. Hein. C'est-à-dire qu'il peut se passer quelque chose pendant la nuit, un tweet d'un ou un d'autre, et ça peut ne pas passer. Mais a priori, en effet, votre sujet est parfait. Il y a de très grandes chances que ça passe. Mais en revanche, pas parce que ça passe demain, enfin, c'est pas parce que le gouvernement survit à demain qu'on est sorti de la crise politique. On va sans doute y revenir. Il y a très loin de la fin de cette séquence au vote d'un budget. Aujourd'hui, on n'a jamais été aussi loin de trouver un compromis sur un PLF et un PLFSS. Donc on peut toujours avoir un gouvernement, ça n'assure pas un budget. Frédéric Dabi, vous dites quoi? Ça passe ou ça casse? Je n'aime pas ce type de pronostic, mais comme Benjamin Morel, s'il le dit, je vais dire également que ça passe. Qu'est-ce qui va se passer demain? Ce n'est pas une élection comme auprès d'une circonscription de Français ou d'un pays où il y a une campagne électorale, il y a eu des dynamiques et il y a des surprises. Là, il y a des sondages. Il y a des sondages. En plus, là, on est sur une logique complètement arithmétique. Et effectivement, votre reportage est extrêmement clair. 24 voix à trouver, ça voudrait dire des méga frondeurs quantitativement dans le groupe LR, dans le groupe PS. Alors, c'est du côté de LR qu'on sent, et je pense que Lou Fritel va en parler, que c'est particulièrement liquide, qu'il y a une perte de clarté, de cohérence, mais l'impact est plus sur les électeurs peut-être que sur les députés, même si chaque député est allé en circonscription depuis quelques jours, et il ne s'est peut-être pas fait engueuler, mais il a peut-être senti l'incompréhension de ses électeurs. Je le répète, ça devrait passer, mais on se réjouit d'un gouvernement qui va dépasser 3 ou 4 jours. On en est là aujourd'hui. Bénédicte Fouché. Je dirais à peu près la même chose. Il faut quand même dire que les socialistes ont obtenu une avancée assez significative. C'est quand même la première fois qu'on revient sur une mesure d'âge en matière de retraite. On n'a jamais vu ça. Donc même si c'est une suspension, un gel, on l'appelle comme on veut, c'est quand même quelque chose, c'est la réforme un peu totem du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc ce n'est pas rien en termes de poids et donc ça devrait effectivement faire bouger les votes demain. Alors le vote c'est demain matin à 9h. Benjamin Morel, vous voulez bien nous rappeler d'abord comment se déroule le vote ? Dans un premier temps, vous allez avoir les motions de censure qui vont être présentées. Il y en a deux, l'AFI et RN. Donc, pourquoi est-ce que cette motion de censure est présentée? Les différents groupes l'exposent. Ensuite, vous allez avoir un gouvernement qui va essayer de se débattre. Sébastien Lecornu qui va expliquer pourquoi il ne faut pas la voter, cette motion de censure. Une fois que c'est fait, les différents groupes vont présenter la position qui est la leur sur la motion de censure. Ensuite, on vote. Ce qui est intéressant et important dans une motion de censure, c'est que chacun va voter lorsqu'il souhaite censurer le gouvernement. On dit beaucoup, je m'abstiens sur une motion de censure. Il n'y a personne qui s'abstient et il n'y a personne qui vote contre. Soit on vote la motion de censure, soit on ne va pas à l'urne. Et donc, si le total des personnes qui arrivent à l'urne fait 289 ou plus, censure et on attendra le Cornu 3, le Cornu 4 ou quelqu'un d'autre. C'est nominatif, c'est pas un vote à bulletin secret. On va savoir qui va savoir exactement ce que... S'il y a des frondeurs, on aura les noms. On aura les noms de ceux qui éventuellement, en effet, auront voté contre le gouvernement. Ah tiens, question téléspectateur de Geneviève à Vénissieux. Pourquoi 2 motions de censure? Pourquoi ne pas les avoir fusionnées en une seule? Parce que le Rassemblement national s'entend assez mal avec la France insoumise. C'est pas faux. Et que faire un exposé des motifs communs et s'allier ensemble officiellement sur une telle motion de censure aurait été politiquement délicat. Oui, mais on se souvient d'un exposé des motifs de la France insoumise particulièrement musclé qui, pour autant, avait conduit à un vote du Rassemblement national pour la motion de censure. Mais c'est vrai que les exposés des motifs peuvent être une sorte de vision de la France, d'état du pays et quoi de plus antithétique entre celle du RN et celle de la France insoumise? C'est la motion du RN qui sera présentée en premier et donc votée en premier aussi? Oui, parce qu'ils sont plus nombreux. Et donc quand la gauche s'unit derrière une motion de censure, c'est sa motion de censure qui a la primeur. Quand c'est le RN, c'est le RN qui a plus de troupes que la FI qui passe en premier. La motion de censure du RN aura sans doute moins de voix par contre, parce que les insoumis la voteront probablement pas. En revanche, la motion de censure on aura une députée LFI tout à l'heure en plateau, on lui demandera, parce que ça c'est évident ou pas? Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. En revanche, le RN, lui, vote les motions de censure, y compris de la France insoumise, et donc celle qui a peut-être, éventuellement, dans tous les cas qu'on a évoqués, une chance de passer, ce sera paradoxalement la deuxième. Donc si la motion du RN échoue, ça ne préfigure pas du résultat de la motion de censure de LFI. Donc, exactement. Ce que vous nous dites ce soir. Admettons maintenant, je vous suis dans votre raisonnement, que les 2 motions de censure échouent. Il se passe quoi ensuite?
et bien ensuite, il se passe qu'on n'a toujours pas de budget. Bah oui. Et donc, à partir de là, on va avoir un texte, et ce texte, il va être examiné à l'Assemblée nationale. Étant donné que Sébastien Lecornu a renoncé à la demande du PS au 49 alinéa 3, pour que le budget passe, là, il ne faut pas qu'il y ait 289 députés qui votent contre le budget. Il faut qu'il y ait plus de députés qui votent pour le budget que de députés qui votent contre. Donc, vous faites le total RN, l'AFI, ELV, PC, qui voteront contre. Eh bien, ça fait que si les socialistes ne votent pas pour le budget, autrement dit, s'ils s'abstiennent, le budget ne passe pas. Or, le problème, si on prend uniquement le PLFSS, c'est qu'il n'y a pas que la suspension de la réforme des retraites. Il y a aussi plein d'autres trucs, par exemple la hausse des franchises médicales. Et donc, c'est tout ou rien. Et en la matière, ça va être extrêmement compliqué. Si jamais ça passe, ça repart au Sénat, qui va pondre un budget plutôt de droite, a priori. On va avoir une commission mixte paritaire ensuite, 7 députés, 7 sénateurs qui se réunissent en conclave. Le texte revient à l'Assemblée. Si on oublie les apports du Sénat, Laurent Wauquiez risque d'être assez mécontent. Et donc à partir de là, adieu probablement les LR. Et s'il n'y a pas de LR, pareil, il n'y a pas de budget. Donc il va falloir que le budget d'accord avec le Sénat soit avalable et par les socialistes et par les LR. Autant vous dire qu'on n'a pas encore tout à fait fini cette séquence. Parce qu'on a tous en tête les 70 jours. Alors les 70 Ils ont commencé déjà les 70 jours, le compte à rebours a commencé? Dès le moment où on a déposé le texte, tic-tac, 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 les 70 jours. Donc il a été déposé. C'est 70 jours pour le PLF, le budget, c'est 50 jours pour le PLFSS. Mais in fine, on peut les déclencher les deux en même temps si on le souhaite. Il faut voir que ces 70 jours ou ces 50 jours, ce n'est pas un délai qui ferait que si on ne les respectait pas, le Conseil censurerait. Ça, ce n'est pas vrai. En fait, c'est un délai pour permettre ensuite de déclencher le budget par voie d'ordonnance. Autrement dit, le Parlement ne s'est pas prononcé. OK, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on déclenche le budget par voie d'ordonnance. La question, c'est quel budget? Et quelles ordonnances? Les ordonnances, en fait, ce n'est pas des ordonnances classiques où il faut habiliter le Parlement à prendre ces ordonnances. Dès le moment où vous épuisez le temps, 70 jours en l'occurrence pour le PLF, vous pouvez dire en tant que gouvernement, écoutez, vous n'êtes pas mis d'accord, donc j'applique mon budget directement par voie d'ordonnance. Le problème, c'est, on parle de quel texte? En fait, on a deux options. Il n'y a jamais eu de précédent sur les ordonnances. Donc on ne sait pas, on est dans l'inconnu. Exactement. Mais on a deux options. Soit, a priori, le budget déposé à l'Assemblée nationale, le budget Bayrou, il n'y a pas de suspension de la réforme des retraites. Ou bien la dernière version du budget qui a été votée. Il commence sa vie à l'Assemblée. Qui a été voté à l'Assemblée nationale? Si on commence à l'Assemblée nationale, et on commence toujours par l'Assemblée nationale pour un budget, on y finit aussi. C'est la version du Sénat. Et donc soit on a un budget Retailleau, soit on a un budget Bayrou. Dans les deux cas, il est assez peu probable, on ne connaît pas le budget qui sortira du Sénat, que vous ayez la suspension de la réforme des retraites. Vous voyez combien politiquement ça peut peser. Oui, Frédéric David. C'est extrêmement intéressant. Je pense que ça passera au-dessus de la tête de beaucoup de Français qui vont voir qu'ils échappent à une dissolution, qui, entre parenthèses, ils le souhaitaient. Sondage IFOP-LCI il y a quelques jours, où 2/3 des Français voulaient une dissolution, pas pour aller furieusement aller voter une troisième fois en 16 mois, mais parce que c'était vu comme le meilleur moyen de trancher le nœud gordien de cette crise parlementaire et de cette crise politique. Le gouvernement reste. Il va y avoir une sorte de, peut-être, je fais une hypothèse, de réflexe qui avait, entre guillemets, sauvé François Bayrou. On se souvient du slogan présidentiel de Giscard d'Estaing en 81, il faut un président à la France. Les Français peut-être vont se dire, voilà, le gouvernement est en place, il a une espérance de vie plus longue que ce qui était prévu, il faut un budget à la France, il y aura peut-être une pression sur les députés d'opposition, qui sera plus ou moins efficace, sur le mode on ne peut pas revenir à une incertitude, à une forme de chienlit, dans un contexte où il y a des forces pas seulement citoyennes. Je pense beaucoup aux forces économiques. On est dans un contexte où jamais les dirigeants d'entreprises, dont beaucoup sont au gouvernement, ont autant bénéficié de la confiance des Français. Donc il va y avoir cette bataille parlementaire que Benjamin Morel a très bien décrite, avec toutes ces règles, mais aussi une influence de l'opinion publique avec peut-être l'image qui va sortir dans les prochaines enquêtes d'un Sébastien Lecornu Louis XI, c'est-à-dire particulièrement habile, rusé, qui est revenu du diable Vauvert pour pouvoir rester alors que beaucoup avaient anticipé une chute très rapide dans les jours qui viennent. Alors, qu'en disent les électeurs de gauche ce soir? Avant de continuer à vous écouter, nous sommes allés les interroger, ces électeurs de gauche, à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Vox Pop, signé Clément Perrot et Eva Bellion ce soir. Montreuil, la Rouge. À l'est de Paris, c'est la ville de gauche par excellence. La mairie est communiste. Aux dernières législatives, la gauche a dépassé les 75% au premier tour. Ici,
La suspension de la réforme des retraites arrachée par les députés socialistes est bien sûr très commentée. Alors, belle victoire ou trahison? Les socialistes étaient un grand parti de gouvernement autrefois et que je me réjouis plutôt de voir qu'ils sont capables de faire un pas vers le centre plutôt que d'être dans la rupture sans arrêt, dans la radicalisation. En prenant cette position, ils vont à l'encontre de tous ceux qui ont voté pour eux sur le projet du nouveau Front populaire. Ouais. Oui, je pense que c'est une trahison, bien sûr. Oui, j'aurais pas dû rentrer là-dedans. Là, ils se sont tirés une balle dans le pied en faisant ça, à mon avis, pour les prochaines élections. Non, je pense pas qu'il ait trahi, je pense que c'était intelligent de le faire. Maintenant, je ne sais pas si la solution proposée, elle est réellement efficace. Je suis pas sûre. C'est déjà bien, ouais, c'est déjà avoir posé des graines, mais bon, il faudrait que ça puisse changer les choses. Pour l'instant, la bataille, elle fait que commencer, je crois. Et la bataille porte un nom, le budget. L'heure est à son examen et sur la place Jean Jaurès, les premières pistes dévoilées par le gouvernement sont loin de séduire. C'est un budget austéritaire. Ouais. L'idée, c'est d'épargner les gens qui ont de l'argent, en fait. Gel des prestations sociales, les médicaments. Enfin, en fait, moi, je suis pas du tout d'accord avec le budget actuel. Donc, rien ne me convient. Je trouve qu'on devrait taxer plus les riches, en l'occurrence. Il faut réduire le déficit de milliers de milliards qui a augmenté considérablement. Mais je pense que l'argent, on ne va pas le chercher au bon endroit. Ceux qui sont les perdants, ce sont les travailleurs, la classe ouvrière, la classe moyenne surtout, qui va payer le plus. La gauche parviendra-t-elle à peser sur ce budget ? C'est ce qu'attendent désormais ses électeurs et particulièrement sur la taxation des plus riches. Bénédicte Fouché, elle a raison, la dame du reportage qui dit on ne va pas chercher l'argent au bon endroit. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a certes obtenu, enfin le Parti socialiste, une suspension de la réforme des retraites, mais il y a en face un budget qui est très dur. Je pense notamment au budget de la sécurité sociale qui prévoit des économies massives sur le budget de la santé notamment, avec tout un tas de dispositions qui pèseront effectivement sur les ménages. Quelles sont les mesures les plus urticantes, j'allais dire, dans le projet de loi de la Sécu que vous avez identifié? Alors vous avez le doublement des franchises médicales, vous avez une taxe par exemple sur les contrats santé qui certainement aura des répercussions sur les cotisations que devront payer les personnes sur leur mutuelle. Vous avez des petites mesures qui n'ont pas encore été très commentées, mais par exemple la fin de la majoration des allocations familiales à partir de 14 ans, elle passera à partir de 18 ans. Vous avez dans le budget de l'État, vous avez la fiscalisation des indemnités journalières pour les personnes qui sont en maladie de longue durée. Enfin, vous avez énormément de mesures comme ça. Qui sont faites pour faire, qui risquent petit à petit, au fur et à mesure des débats, d'émerger, de peser sur le moral des personnes. Et j'imagine que les députés socialistes vont être assez embêtés, puisque après avoir obtenu effectivement une avancée assez symbolique, ils vont se retrouver à entériner ou pas des mesures compliquées à faire avaler aux Français. Alors, on avait un petit doute sur la façon dont ça allait être présenté, Benjamin Morel, sur la réforme des retraites, la suspension. On ignorait de quelle façon, enfin beaucoup de députés s'interrogeaient sur la façon sur le véhicule législatif, comme on dit, c'est la façon dont cette suspension des retraites allait être présentée. Je ne sais pas si on peut réentendre Sébastien Lecornu qui a apporté cette précision cet après-midi lors des questions au gouvernement. Si on veut aller le plus vite possible avec des délais qui sont tenus et un débat de qualité et loyal, je pense qu'il faut que le gouvernement dépose un amendement au projet de loi de finances pour la sécurité sociale dès le mois de novembre. Dès le début de la discussion du PLFSS, comme chaque année depuis des décennies. Si le gouvernement dépose cet amendement, je l'ai suffisamment dit hier pendant la déclaration de politique générale, ça sera au Parlement de le décider. Donc Benjamin Morel, ce sera un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est technique, mais c'est important. Cet amendement est-il un cavalier législatif, comme le dit le Rassemblement national ? Probablement pas, tout bêtement, parce qu'en matière de PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale, on parle de cavalier social. Qu'est-ce qu'un cavalier social ? C'est un amendement qui n'impacte pas le budget de la sécurité sociale. Je parle qui n'a pas de rapport. Qui n'a pas de rapport et qui n'a pas d'impact financier. Je tiens à préciser que la réforme des retraites était une loi de financement de la sécurité sociale rectificative. Donc, quelque part,
Bon, non, on est dans le véhicule qu'est le véhicule ACI Douane. Et comme, a priori, cet amendement va avoir un coût pour les finances de la sécurité sociale, je ne vois pas en quoi ça peut être un cavalier social. Donc ce ne sera pas anticonstitutionnel? A priori, non. Et si ça l'est, ça viendrait d'une jurisprudence du Conseil constitutionnel que je ne vois pas encore. Et je ne vois pas le Conseil constitutionnel être créatif au point de censurer ce type de disposition contre toute sa jurisprudence en mettant le feu au pays. Donc non, encore faut-il, et on y revient, mais que le projet de loi soit voté avant que le Conseil se prononce. Et là, il y a loin de la coupe aux lèvres. Bénédicte Fouché, on parlait des mesures de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il faut aussi parler des grandes mesures du projet de financement de 2026, le budget. Roland Lescure a confirmé ce matin qu'il y aurait une hausse des impôts pour 2026. Il n'a pas donné le détail de cette hausse des impôts, mais il a promis, par exemple, de s'attaquer à des niches fiscales, à une vingtaine de niches fiscales sur les 474 qu'il y a aujourd'hui. Est-ce que vous avez identifié certaines niches qui peuvent faire bondir ou la gauche, ou la droite, ou les Français, ou tout le monde? Il y a effectivement tout un tas de petites niches qui sont évoquées. Alors, j'ai évoqué l'histoire de la fiscalisation des indemnités journalières. Vous avez aussi, par exemple, la suppression de la réduction d'impôts pour les frais de scolarité des études supérieures. Il propose aussi de tailler dans les avantages fiscaux sur les biocarburants. Vous avez tout un tas de petites mesures comme ça. Il y a des petites taxes. Des petites taxes. On a vu les petits colis. Exactement, qui vont potentiellement peser sur les ménages. Et vous avez aussi cette fameuse histoire du barème. Le gel du barème. Exactement, le gel du barème. C'est 200 000 Français qui vont payer l'impôt sur le revenu, exactement, qui avait fait déjà couler de l'encre l'année dernière, en 2025. Finalement, le gouvernement était revenu sur cette disposition. Il est possible que ça c'est urticant. Voilà. Le gel du barème de l'impôt fait que 200 000 nouveaux ménages vont entrer dans l'impôt en 2026. Alors oui, c'est vrai. Quand j'entends ce que dit Madame Fouché, je me dis que une logique d'opinion qui s'était mise en place, mais immédiatement au moment du budget Bayrou, des annonces du 15 juillet, à savoir, ça s'était focalisé, ça avait été cannibalisé par les fameux 2 jours fériés supprimés, mais il y avait l'idée. Et c'est une logique d'opinion toujours très dangereuse pour un pouvoir. Nicolas Sarkozy l'a connu avec le bouclier fiscal. C'est ce que j'appelle le clivage gros-petit. C'est-à-dire que toute mesure, toute décision, tout budget d'un pouvoir est vu comme un cadeau au gros. Et le gros, de manière très large, c'est un dirigeant d'entreprise qui n'est pas touché, un restaurateur qui échappe à la TVA, etc. Et c'est vrai que c'est une logique d'opinion dévastatrice parce que ce qui va être sans doute quelque chose qui va être compliqué pour le gouvernement à, déconstruire, c'est l'idée que les efforts ne sont pas équitablement répartis. C'était la justice très forcément. sociale Il ne faut et pas fiscale. oublier, des annonces de François Bayrou avaient été jugées courageuses sur les constats, réaliste par rapport à notre situation en termes de dette. On ferait la même enquête pour Sébastien Lecornu, qui a sans doute une meilleure image, ça sera encore plus fort, mais injuste et avec l'idée que les efforts sont mal répartis avec cet imaginaire. On l'a vu dans une enquête IFOP pour le PS, sur 80% des gens, j'ai plus le chiffre en tête, mais dans ces zones-là, favorables à cette taxe Zuckman, pas en tant que telle, mais avec l'idée qu'il fallait mieux répartir les efforts. Et la litanie que vous avez égrenée, si je puis dire, va apporter pas beaucoup d'eau, mais des petites carafes, si je puis dire, des petites rivières à cette logique d'opinion qui peut être dévastatrice. On a une autre question téléspectateur qui nous vient de Charlotte de Strasbourg pour Bénédicte. Y a-t-il des mesures en faveur du pouvoir d'achat dans ce projet de budget ? Alors, il y a quelques mesures en faveur du pouvoir d'achat, mais qui ne sont pas forcément applicables immédiatement. On a par exemple, alors c'est une mesure sociale plus qu'une mesure en faveur du pouvoir d'achat, c'est par exemple la mise en place d'un congé de naissance. Bon, mais c'est qu'à partir de 2027. On a aussi les mesures issues du donc pour les bébés qui naissent maintenant, on peut oublier. Voilà, la relance nataliste, le réarmement démographique. Voilà, je cherchais l'expression. Effectivement, c'est pas pour tout de suite. Oui. On a également des mesures quelques mesures sur les retraites qui étaient issues du conclave en faveur des pensions des femmes, qui doivent être mises en œuvre. D'ailleurs, reste à savoir comment elles vont s'articuler exactement avec la suspension. Tout ça, c'est des sujets qui vont se poser au fur et à mesure du débat parlementaire. Débat parlementaire, si et seulement si le gouvernement Lecornu 2 n'est pas censuré demain matin. Et on a beaucoup parlé des inconnus du soir avant ces 2 motions de
censure. Parmi les inconnus, il y a ce que vont faire les LR qui sont en pleine implosion. C'est les œufs de loup, tout de suite. Mais Lou, c'est encore le psychodrame chez les Républicains. Ah bah oui, un de plus. Écoutez, chez LR, à chaque jour suffit sa peine, les crises s'accumulent. La dernière en date, on la doit au mot de Laurent Wauquiez, hier à la tribune de l'Assemblée. Je vous propose de l'écouter. Nous nous engageons, conscients des compromis nécessaires, pour que des lois indispensables soient adoptées. Cette position, nous l'avons définie collectivement avec nos députés et nos sénateurs. Nous ne censurerons pas un gouvernement a priori et nous ne ferons pas partie de ceux qui feront tomber les premiers ministres. Nous ne ferons pas partie de ceux qui font tomber les premiers ministres. Bon, on imagine bien que la pique est directement adressée à Bruno Retailleau. Ce que dit Laurent Wauquiez, donc, c'est qu'il n'y aura pas de censure chez LR, malgré, et c'est là le cœur du litige, la suspension de la réforme des retraites annoncée par Sébastien Lecornu, promise au PS pour réussir à avoir une non-censure. Et là, chez LR, c'est le drame. Mais pardon, pourquoi, Lou 19 députés LR, on rappelle, avaient voté contre la réforme et même tenté de censurer Elisabeth Borne en 2023. Ils devraient être contents, non? Ah bah les députés, oui. Sur le terrain, 64 ans, ça passe pas très bien. Surtout quand votre adversaire est estampillé Rassemblement National. Mais chez les sénateurs, c'est pas tout à fait pareil. Ils n'entendent pas de cette oreille parce que eux, la loi, il y a 2 ans, ils l'ont votée. Et qui était le patron des sénateurs LR il y a 2 ans? Laissez-moi réfléchir, un Vendéen. Bruno Retailleau. Ah, tout à fait, bingo. Et en soi, c'est le meilleur ennemi depuis la campagne interne de Laurent Wauquiez. Et son avis, il diverge un petit peu. Contrairement à ce que dit Laurent Wauquiez, il ne s'est pas fait attendre. Et dans un communiqué publié 2 heures plus tard, il indique « La suspension de la réforme des retraites et le silence du Premier ministre sur l'immigration prouvent que ce gouvernement est l'otage des socialistes. Pour éviter la censure, le gouvernement fait payer aux Français un prix considérable. » Il a réitéré aujourd'hui, il a dénoncé donc un revirement historique sur les retraites. Aucune des exigences de la droite que la droite avait formulées à Sébastien Lecornu n'a été respectée. Bon, lui, c'est encore soft, mais quand on va chez ses lieutenants, notamment le premier d'entre eux, François-Xavier Bellamy, là, ça tire de façon plus franche. « Je ne suis pas député à l'Assemblée nationale, mais si je l'étais aujourd'hui, je voterais pour la censure. » Ça, c'était dans le Figaro. Pas la peine de préciser que pour les députés, ils sont furax. Ouais. Et ça creuse d'autant plus le fossé qui existe aujourd'hui entre Bruno Retailleau et ses députés. Mais sauf que Bruno Retailleau, il a quand même été élu avec 74% des voix lors de la primaire interne au LR. C'est un score écrasant. Vous ne pouvez pas me dire que personne ne censurera demain alors que c'est lui le patron, c'est lui le chef. Franchement, très à la marge, parce que plus que la légitimité, le principal moteur chez LR en ce moment, c'est la trouille de la dissolution. Et en même temps, quand vous écoutez le président de la République en Conseil des ministres, voilà ce qu'a rapporté Maud Bréjon, qui est porte-parole du gouvernement. Les motions de censure déposées contre le gouvernement et discutées jeudi sont des motions de dissolution et doivent être vues comme telles. Donc autant vous dire que chez les députés LR, ça ne se bouscule pas au portillon pour les voter. Résultat, les retaillistes ne prennent même pas la peine d'essayer de temporiser. Au contraire, ils se bunkerisent, me disait un député LR ce matin au téléphone. Je continue. Certains disent même qu'ils sont dans une dynamique d'union des droites avec le RN. J'ai peur que nous soyons pris dans une spirale de radicalisation de Bruno Retailleau. Mais un petit instant, juste une petite devinette comme ça pour vous. Un président de LR qui se claque-mur, qui a une fibre régalienne, refuse de s'allier avec les macronistes, semble donner des signes positifs sur sa droite contre les socialistes, ça vous rappelle pas grand-chose? Alors là, tout de suite, j'ai l'image d'Éric Ciotti qui s'était enfermé dans le bureau des Républicains au siège en juin 2024. Eh bien, vous êtes fortiche. Oui, c'est ça. Mais ça va finir de la même façon? Écoutez, là, moi, j'ai du mal à voir clair sur la situation. Alors, il se dit que Gérard Larcher a été mandaté pour calmer Bruno Retailleau. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, on peut se poser la question de comment finira ce parti. Comment ça va finir? Frédéric Dabi, il se trouve que l'IFOP a publié ce matin son tableau de bord mensuel des personnalités politiques. Alors, on ne va pas dire préférées des Français, on va dire les moins mal aimés. On est bien d'accord. Quels enseignements tirez-vous de ce nouveau baromètre? C'est ce baromètre IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio, c'est le spectacle de la défiance. Il n'y a aucune personnalité qui dépasse 42% de bonnes opinions. En 2012, c'est pas il y a si longtemps que cela, on avait 22 personnalités qui avaient une majorité de bonnes opinions. Au-dessus de 50%. Au-dessus de 50%. Puis la question posée, c'est bonne, mauvaise opinion. C'est pas la cote d'avenir, c'est pas la confiance pour régler tous les problèmes du pays et qu'on soit tous heureux. C'est la question
d'opinion la plus simple. En 2017, on en avait 8, on en avait après 2 ou 3, et maintenant, il n'y en a plus aucune. Et c'est Jean-Luc Barlot, qui est retiré de la vie politique, qui arrive en tête. Parce que lui, avec Dominique de Villepin à égalité. On a un duo de personnalités. Dominique de Villepin a fait plus de pas, peut-être vers une candidature. Mais surtout, ce baromètre montre que pour qui sonne le glas sonne pour tout le monde. Pour Emmanuel Macron qui sort du classement, qui est 51e. Alors oui, c'est ça, il n'est plus dans le top 50 et je crois que c'était... Ça n'est jamais arrivé depuis que ce baromètre a été créé par Image et l'IFOP en 2003, ça fait quand même un petit moment. On a toutes les personnalités du bloc central qui s'effondrent chez LR, dans l'électorat d'Emmanuel Macron, la plupart des ministres qui chutent également, une gauche qui s'en tire un petit peu mieux, mais on voit très bien que ce baromètre reflète... cette éclipse du politique à l'échelle nationale, le sentiment pour les Français que le politique dysfonctionne, qu'il ne joue plus son rôle, à savoir le résultat, agir pour le bien des Français. Et puis, surtout, ce qu'on vit en ce moment, c'est la crise de l'écoute, où les Français ont l'impression que le monde politique se parle à lui-même pour monter des mécanos budgétaires, des mécanos électoraux, éviter une motion de censure. On ne parle plus. Le dialogue représentant... Mais en même temps, Frédéric Dabi... on entend tout et son contraire dans la bouche des députés, notamment des hommes et des femmes politiques en général. On entend les Français veulent revenir aux urnes, c'est ce qu'ils me disent quand je vais dans ma circonscription. On entend les Français nous demandent de nous entendre. Les Français, vous les sondez. Vous. Oui. Comment bat leur cœur sur le terrain, le souhait de dissolution était absolument massif parce que c'était pour trancher cette crise. Maintenant, si Sébastien Lecornu reste, si on a le sentiment qu'on revient un petit peu à la normale, sans doute ce souhait va dégonfler, mais la crise de l'écoute, la crise de la considération, qui date d'il y a des années, on peut citer le référendum du 29 mai 2005, les Gilets jaunes, le Covid, la réforme des retraites, rejetée par 2/3 des Français et 3/4 des personnes actives. Alors c'est en ça que il y a eu un bouget, j'aime pas ce terme très... Vous savez qu'on fait un bingo du bouget. À chaque fois qu'il est prononcé sur ce plateau, on fait un euro dans le cette évolution, cette rupture avec le macronisme du second mandat va peut-être donner le sentiment d'être plus écouté, mais il n'y a quasiment pas un parti qui échappe à un mouvement, qui échappe à cette défiance, un peu moins le RN qui joue la carte de l'alternative, et encore. Bon, c'est parti pour le parlementarisme, Benjamin Morel. La France est prête ? En fait, le parlementarisme, si vous voulez, ça implique d'abord, et désolé d'y revenir, mais des majorités. Ces majorités, elles peuvent être composées à la suite d'une délibération en mode Troisième République, elles peuvent être construites entre des partis, mais ça implique des majorités. Quand on dit le pouvoir est revenu au Parlement, je ne devrais pas dire ça sur cette chaîne, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Celui qui tient le pouvoir sous la Ve République, c'est celui qui dispose d'une majorité. C'est le président. Et on a cette présidence impériale qu'on a connue sous les précédents quinquennats. Si c'est le gouvernement et qu'il n'est pas de la couleur politique du président, c'est ce qu'on appelle une cohabitation. Quand il n'y a pas de majorité, ce n'est pas que le pouvoir revient à l'Assemblée, c'est que le pouvoir s'évapore. Et là, actuellement, on n'arrive même pas à faire passer un budget, ce qui montre que ce pouvoir, aujourd'hui, il est évanescent. Et là, en effet, ça crée une crise de confiance, parce que dans la crise de représentation, il n'y a pas seulement ressembler à, il y a également agir. Agir au nom d'eux et agir efficacement. Et là, on est en panne d'action. Eh bien, c'est une formidable transition pour la question qui fâche, qui viendra dans un instant sur justement le parlementarisme. Êtes-vous prêts à parlementer, mesdames et messieurs les députés? On va leur poser la question. Il y a 3 députés qui sont en coulisses, qui vous ont écouté religieusement parler du parlementarisme. On va attendre leur réponse. Mais avant cela, c'est quelle histoire? Et c'est Laurent Guimier. Et ce soir, Laurent, vous vouliez nous parler d'un mot d'excuse, d'un des petits nouveaux du gouvernement. Et oui, c'est le message que le nouveau ministre du Travail et des Solidarités a dû publier très tard hier soir, vers 23h20, sur les réseaux sociaux après son passage aux 20h. Je le lis, vous le voyez sur l'écran. Je cite, « En utilisant le terme d'autiste, mes propos ont blessé et ce n'était pas mon intention. J'en suis sincèrement désolé. Et je présente mes excuses. » Alors, au moment où il écrit ce message, Jean-Pierre Farandou, c'est le ministre, est pris au piège dans un énorme incendie médiatique. Des milliers de critiques après cette réponse à Léa Salamé, aux 20h, qui lui demandait tout simplement pourquoi la réforme des retraites est suspendue. Regardez. La réforme, après, je crois que le Premier ministre l'a dit, on n'est pas sourd, on n'est pas autiste, on voit bien qu'elle passe mal, cette réforme. Il y a des réactions, il y a des inquiétudes, il y a des mécontentements qui s'expriment, on le voit bien, c'est un sujet central. Alors, on n'est pas
autiste, cela ne se dit pas en 2025. Des milliers de réactions indignées, sur X notamment, de familles qui estiment qu'on stigmatise leurs enfants qui présentent ce trouble du comportement. Vous voyez, il y a beaucoup d'associations qui ont réclamé des excuses. L'autisme est un trouble du développement cérébral. Exactement. En revanche, je n'ai pas relevé beaucoup d'appels à la démission, purement et simplement, en provenance de la classe politique. N'empêche, Jean-Pierre Farandou a dû choisir de faire amende honorable sur son compte X très rapidement. Mais alors, des excuses sur les réseaux sociaux après une bourde dans un journal de 20 heures, c'est la bonne posture, Laurent? En fait, c'est la seule. Dans la France de 2025, et j'ajoute dans un gouvernement le cornu, on va en reparler, ne rien faire, c'était prendre un double pari extrêmement risqué. D'abord, pari numéro 1, un sujet chasse l'autre, ça va se tasser. Vous savez, on entend ça de temps en temps. Alors ça, c'était la contamination assurée et le risque d'une question au gouvernement cet après-midi qui aurait sans doute enflammé les choses. D'ailleurs, Jean-Pierre Farandou a répondu à une question et ça s'est plutôt bien passé. Pari numéro 2, c'est ce que j'appelle le pari du mépris anti-numérique. Oui. Dire en gros, c'est sur les réseaux sociaux, cette polémique n'existe pas dans la vraie vie. Et ça, c'est plus possible aujourd'hui, notamment dans un gouvernement d'un Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui a fait lui-même beaucoup d'annonces politiques directement sur les réseaux sociaux. On l'a vu il y a quelques jours. Il y a quelques jours encore, Jean-Pierre Farandou était le patron de la SNCF. Il est donc issu de ce qu'on appelle la société civile. Est-ce que ça entre en ligne de compte ? Alors, pas forcément sur le fond, à ce stade. Je pense que la phrase « on n'est pas des autistes » dans la bouche de Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, aurait provoqué également une polémique. Sur la forme, je pense que c'est plutôt un avantage pour lui, parce qu'en fait, il vient d'un job et d'une entreprise qui sait ce que c'est que la com de crise. D'où, je pense, sa réaction très rapide hier soir. En revanche, pour nos autres ministres issus de la société civile, comme on dit, je crois que certains ne sont pas totalement entrés dans l'atmosphère politique, comme on dit dans les phrases à la mode. Alors on va les citer. Il y a Monique Barbu, qui est devenue ministre de la Transition écologique. Il y a l'ancien patron de Système U, Serge Papin, qui est maintenant au PME. Qu'est-ce qui se passe avec eux ? À ce stade, je reste sur le champ numérique. Leur profil, leur double digital est soit en sommeil, soit resté complètement coincé dans la vie d'avant. Regardez Serge Papin, par exemple, regardez son compte X, laissé à l'abandon en 2019, avec pour dernier poste cet article où notre nouveau ministre des PME clame que l'avenir se joue chez les cavistes des grandes villes. Sur LinkedIn maintenant, vous le voyez, M. Papin est toujours conseil en leadership, conférencier et auteur. Autre exemple, la ministre de la Transition écologique n'est pas sur X. Quant au nouveau ministre de l'Éducation nationale, M. Geffray, un haut fonctionnaire, son compte X, à lui, est purement et simplement interdit au grand public. Ces tweets sont protégés, comme on dit. C'est un compte privé, oui. C'est un compte privé. Alors j'imagine que tout ça va se mettre en ordre. Les cabinets de ces ministres vont mettre les choses à jour. Mais je me permets un conseil gratuit. Gratuit. En cas de pépin, profitez-en, c'est gratuit, comme celui qu'a vécu Jean-Pierre Farandou hier soir, ceux qui ne seront pas rapidement d'attaque sur le champ de bataille numérique vont rester des amateurs en politique pour un bout de temps. C'est important. Oui, c'est très important, c'est cardinal aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurent. On passe à la question qui fâche. C'est une séquence totalement inédite sous la Ve République, une Assemblée nationale qui redevient le centre de gravité politique du pays et qui va devoir s'entendre pour voter un budget avant le 31 décembre. Les députés sont-ils prêts à cette reparlementarisation? Eh bien, j'accueille sur le plateau de Chaque Voix Compte Anaïs Bellouassa-Chérifi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée La France Insoumise du Rhône. Harold Duvart, député Lyotte d'Eure-et-Loire. Bonsoir. Bonsoir. Et Thibault Bazin, député Les Républicains de Meurthe-et-Moselle. Bonsoir. Merci d'être là. On a du mal à inviter des députés droite républicaine ces derniers temps, donc je vous remercie en particulier. Moins de 48 heures après sa déclaration de politique générale, Sébastien Lecornu va donc affronter demain matin 2 motions de censure déposées par LFI et par le RN. Anaïs Bellouassa-Chérifi, d'abord, où en sont vos compteurs ce soir? Il y a bien 71 députés insoumis qui voteront la censure demain matin? Oui, tout à fait. Nous voterons tous ensemble la censure demain, avec notamment des écologistes et le groupe GDR aussi. Et j'ai entendu tout à l'heure sur votre antenne que vous évoquiez le fait que ce soit le RN qui soit en première lecture de cette motion de censure. Et donc, pour vous dire que les dernières informations que nous avons, y compris sur la feuille verte, et que c'est bien la motion de censure de la France Insoumise, des écologistes et des communistes qui sera examinée en premier.
En premier, finalement. Oui, tout Donc à la fait, feuille verte, c'est l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. C'est ça. Il avait été question que ce soit celle du RN qui soit examinée en premier. Alors, nous l'avons déposée très tôt, lundi matin. Ça s'est joué à quelques heures. Ça s'est joué à quelques heures, effectivement, mais nous avons déjà entamé le travail dans le week-end pour aller chercher des signataires. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons déposé en premier cette motion de censure. Est-ce que vous voterez les deux motions, vous ? Personnellement, je pense que la question est plutôt ce que contient ces motions de censure. Vous savez, avant les motions de censure, il y a l'exposé des motifs avec lequel on est en accord ou en désaccord. Malheureusement, ça ne doit pas vous échapper que nous ne sommes pas en accord avec l'exposé des motifs du Rassemblement national et ce qu'il évoque dans ces exposés des motifs. Donc, vous ne voterez pas la motion de censure du Rassemblement national. Tout à fait. Est-ce que vous espérez que le Rassemblement national vote votre motion de censure ? J'espère rien du Chaque voix compte, c'est le nom de l'émission. Rassemblement national. Je pense que ils l'ont déjà fait auparavant, donc je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. Nous, on le fait pour des raisons idéologiques et parce qu'il y a des choses qui sont marquées dans l'exposé des motifs avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Dans nos derniers décomptes, dans notre jauge du vote de la motion de censure, il manque 24 voix. Thibault Bazin, vous voterez ou vous ne voterez pas la censure demain matin ? Je ne voterai pas la censure demain matin. J'ai bien réfléchi, j'appartiens au groupe de la droite républicaine. On a fondé un nouveau groupe, des nouveaux statuts. Dans les statuts, il y a la liberté de vote. On est très enracinés dans nos territoires et on votera chacun en liberté. Mais l'immense majorité du groupe, on s'est beaucoup parlé. Et on veut revenir au fond et à notre boulot de député. Notre boulot, c'est de discuter et de travailler le fond. La question est très claire. Si on censure le gouvernement demain, il n'y a plus de gouvernement. S'il n'y a plus de gouvernement, on ne peut plus discuter du budget, puisqu'on ne peut pas se réunir pour discuter du budget s'il n'y a pas de gouvernement. Et on ne peut pas donner à la France un budget pour l'année prochaine. Et les conséquences de l'absence de budget, pour nous, seraient pires que des mesures qui font aujourd'hui débat et qui peut-être, pour certaines, seront atténuées si on a ce travail parlementaire. Et donc, par responsabilité, mais aussi par conscience du pire, on veut apporter une stabilité gouvernementale et surtout donner un budget à la France. Et ce budget, il va falloir le travailler pour qu'il soit le plus juste possible, le plus efficient possible et essayer de protéger les Français. Voilà ce qui nous anime comme état d'esprit. Alors, deux questions, une très simple. Vous êtes un parti légitimiste. Chez LR, c'est un parti légitimiste. Moi, j'appartiens au groupe de la droite républicaine. Vous êtes sorti d'LR. Je ne sais pas, c'est pas ce qui intéresse mes concitoyens. Il n'y en a aucun qui me pose cette question. Je comprends que les journalistes s'intéressent aux politiques politiciennes. La question, c'est Bruno Retailleau, lui, en tout cas, envoie ses principaux lieutenants défendre une censure. Pourquoi ce qui est demandé par Bruno Retailleau n'est pas respecté ? Vous savez, moi, j'ai été élu par des électeurs. Et ces électeurs, c'est à eux à qui je rendais compte. Sur mes tracts, sur mes bulletins, sur mes affiches, il n'y avait pas le logo LR. Tout le monde sait que j'appartiens à la droite républicaine. Et l'immense majorité des députés n'avaient pas le logo LR. On est très clair sur notre positionnement politique. On n'est pas Le Pen, on n'est pas Macron, on n'est pas Mélenchon. On est d'une famille politique, on a Thibault Bazin, est-ce que dans votre groupe droite républicaine, vous avez quand même identifié des membres qui ont, eux, choisi de voter la censure demain matin ? À ce jour, non. Mais vous savez, on respecte la liberté de chacun et on ne s'est jamais autant parlé. Et donc, est-ce que je suis légitimiste ? Oui, mais j'appartiens à un groupe où on a une liberté de vote dans ces statuts. Et les consignes de ceux qui voudraient qu'on censure, à un moment, on le fait aussi par rapport à l'intérêt général. Et vous l'avez mal pris que François-Xavier Bellamy ou David Lisnard vous donnent des conseils de vote alors qu'ils ne sont pas députés ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que me disent mes électeurs. Et aujourd'hui, j'ai une grande inquiétude. Ils me disent, c'est le bazar, faites votre boulot, entendez-vous, et travaillez pour que ça soit le budget le moins pire possible, mais donnez un budget à la France. Et c'est ce pourquoi je veux me battre aujourd'hui. Donc, j'ai pas peur d'aller de nouveau devant des élections, parce que des élections, on y a été dans des contextes pourris pour notre famille politique, en 2017, en 2022, en 2024, et pour autant, on est là. Et on veut rester et incarner notre famille avec une pensée qui est cohérente avec tout ce qu'on a pu porter. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas prêt à des compromis, à des concessions, mais toujours dans le sens de l'intérêt général. Vous aviez voté la motion de censure à Elisabeth Borne en 2023 ? Non. Mais donc la suspension des retraites, c'est pas un casus belli ?
La suspension des retraites, déjà aujourd'hui, elle a été annoncée par le Premier ministre, elle n'a pas encore été débattue. En commission, on se retrouvera pour discuter de comment ça va être amené, comment ça va se traduire. On est très soucieux de l'équilibre de notre système de retraite, parce que derrière, il y a la question du pouvoir d'achat des retraités et des actifs. On va y revenir. On va revenir dans un instant sur la question de ce gel pendant 15 mois. Je viens à vous, Harold Je Duvard, pense que le gel de 15 mois, c'est moins pire que l'absence de budget. Et que le coût pour les Français serait terrible. Bon, je me tourne vers les députés Liot, si vous voulez bien. Harold Duvard, finalement, vous avez aussi, vous, un peu la clé de la censure demain chez Liot. Vous-même, vous la voterez ou non? Non, je ne la voterai pas. À ma connaissance, aucun de mes collègues ne la votera. J'ai encore vous parlez, même si vous êtes indépendant. J'ai quelques incertitudes encore sur quelques-uns qui n'ont pas... Je ne sais, non, mais je pense qu'il n'y aura pas, à la fin de la discussion, de députés qui votera la censure. Nous, on est un groupe d'indépendants, chacun vote en conscience, en fonction de ce qu'il estime être l'intérêt du pays. Et globalement, qu'il y ait des députés de sensibilité de gauche ou de droite ou, dans notre groupe, il y a une commune acceptation du fait que la nomination de Sébastien Lecornu et le choix de Sébastien Lecornu comme Premier ministre était quand même sans doute... En tout cas, c'est mon choix, mon opinion personnelle, une forme d'erreur de la part du président de la République et procède, à mon sens, d'une forme d'obstination qui est inquiétante vis-à-vis de nos institutions démocratiques. En revanche, comme ça a été dit précédemment, nous avons tous la responsabilité de devoir mesurer nos actes par rapport aux conséquences de nos votes. Je pense que le blocage qui précipiterait l'absence de budget aurait un coût exorbitant pour nos finances publiques, que par ailleurs, il y a vraiment à la fois un intérêt à garder de la stabilité dans nos institutions et que dans les conditions où le Premier ministre s'est exprimé, nous aurons toute l'attitude pour faire l'essai loyal d'un débat parlementaire dans lequel le rapport des forces démocratiques s'imposera. Bon, il se trouve aussi que le chef du groupe Liot, Laurent Pagny-Fous, est parti au gouvernement. Il est ministre, son choix personnel. Ministre des Relations avec le Parlement. Du coup, vous avez déjà désigné votre nouveau chef? Un groupe d'opposition. Et, vous restez dans l'opposition, c'était constructive, mais d'opposition quand même, absolument. Je crois qu'on lui souhaite bonne chance dans la voie qu'il a choisie. En revanche, le positionnement... C'est pas une peau de banane, mais c'est... Non, mais je mesure mes mots. J'ai de l'amitié pour lui, mais ce qui se joue en ce moment dépasse largement ses sujets personnels. Donc, vous restez dans l'opposition. Vous vous êtes désigné un nouveau chef, peut-être, aujourd'hui? Ça viendra? Un mois, je crois, c'est ça? Non, pas un mois, bien avant, mais comment dire, dans les priorités qu'on se fixe à l'intérieur de notre groupe, il y a d'abord trouver des solutions politiques à la situation. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est plutôt soulagé que le Premier ministre se soit montré ouvert à la discussion et qu'il ait fait des gestes qui sont entendables, y compris par les Français. Après, à titre personnel, je conserve une forme d'inquiétude sur le fait que la renonciation au 49.3, dont tout le monde se gargarise et se félicite, est quand même un risque aussi et nécessite de la part des parlementaires un niveau d'engagement qui est exceptionnellement exigeant. De quel risque vous parlez, vous? Simplement le fait que pour avoir une majorité et pour voter un budget à la fin, voter un budget, ça consiste quand même à formuler une forme de soutien au gouvernement, même si on ne sait pas quel sera le budget à la fin dans les équilibres dans lesquels il aura été voté. Ça demande une forme de courage politique, ça demande une forme de capacité à voter pour des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, qui n'est pas totalement dans l'usage de cet hémicycle depuis quelques années. Et donc, nécessairement, ce que je voudrais éviter, c'est qu'à la fin, tout cela ne soit qu'un calcul cynique du président de la République ou de l'exécutif pour organiser le blocage et finalement gouverner par ordonnance. Renoncer au 49.3 pour finalement gouverner par ordonnance, ce serait quand même le comble. Mais ça voudrait dire que pendant 70 jours, le Parlement n'aura pas réussi à s'entendre. Oui, mais je le dis parce qu'il y a un risque d'obstruction, il y a effectivement le risque que le Parlement ne s'entende pas. Mais je le dis simplement parce que derrière les scènes pathétiques auxquelles nous assistons et qui quand même, il y a quand même le discrédit et la décrédibilisation du Parlement. Alors j'aime bien parce que tout le monde dit ça. L'émergence, chez mes électeurs, l'émergence quand même, la tentation d'un réflexe autoritaire qui est profondément inquiétant pour la suite. Anaïs Bellouassa-Chérifi, imaginons que les motions de censure demain soient rejetées. Quelle sera la ligne des Insoumis dans l'hémicycle ?
Eh bien, c'est bien évidemment combattre ce budget austéritaire et délétère pour les Français et les Françaises. Vous accepterez de mener la bataille du budget à l'Assemblée? Nous l'avons déjà mené la bataille l'année dernière, je vous le rappelle. Nous étions bien seuls sur ces bancs de l'Assemblée nationale lorsque les macronistes avaient peut-être piscine ou aquaponie. Nous étions là pour batailler. Et par ailleurs, nous avons réussi à avoir un budget à l'équilibre, bien au-delà du déficit annoncé ce jour par M. Donc allons-y, vous vous battrez sur quoi en particulier? Je veux dire, il y a quand même énormément de choses qui sont délétères dans ce budget. Si on prend juste le budget de la sécurité sociale, puisque ça nous concerne avec M. Bazin, nous sommes en commission des affaires sociales. Et par ailleurs, permettez-moi de vous dire que votre argument sur la censure, en disant que l'absence de budget serait délétère, il y a une loi spéciale qui serait prévue en cas de non-budget, en cas de non-censure. Et me semble-t-il, déjà l'année dernière, vous étiez rapporteur général du budget de la sécurité sociale et donc vous avez contribué à ce budget. Et vous savez, la loi spéciale, c'est juste la continuité. La reconduction du budget précédent. Exactement. Donc, cet argument sur la censure, c'est pas trop entendable. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment le budget arrête de faire reposer l'effort sur nos concitoyens. Donc, vous allez déposer des amendements? Mais bien sûr, c'est notre travail parlementaire. Je veux dire, aujourd'hui... Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler à ces amendements? Bien sûr que nous travaillons. Déjà parce par exemple, Olivier Faure a dit dès ce matin, oui, on prépare un amendement, taxe Zuckman. En tout cas, nous, on a des amendements qui sont déjà prêts parce que la date limite de dépôt d'amendements est bientôt. Donc, bien sûr que nous sommes sérieux et que nous anticipons le travail budgétaire parce que c'est un travail qui est central dans toute l'année qui va se découler et nous allons bien sûr combattre ce budget. Vous savez, en termes de pauvreté dans notre pays, cette année, c'est l'année record. Plus de 15% de personnes vivent avec moins de 1 200 € par mois. Comment on fait en sorte que, en fait, ce budget, il doit améliorer la vie des gens et arrêter de faire reposer les recettes de l'État sur les plus précaires, sur les plus en difficulté, sur nos aînés qui choisissent entre se soigner ou augmenter le chauffage chez eux. C'est ça la réalité aujourd'hui de notre travail en tant que parlementaire. Thibault Bazin, vous vous battrez sur quoi? Alors, dans ce débat qui s'ouvrira peut-être si la censure est rejetée demain, sur la réforme des retraites, sur le budget. On a parlé tout à l'heure dans la première partie de l'émission du gel du barème de l'impôt. Est-ce que vous aurez des totems? Vous savez, moi, je ne suis pas dogmatique, je suis pragmatique. Si on n'a pas de budget, on n'aura pas d'investissement, de subvention à l'investissement pour nos collectivités, pour les hôpitaux, pour les maisons de retraite. Les taux de reconduction, ce qu'on dit à travers l'ONDAM, s'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de croissance des moyens. On pourrait toujours avoir plus, mais en tout cas, ce qui est prévu et qui fait débat, c'est mieux que la reconduction des moyens. C'est la réalité. Et donc, quelles sont nos priorités pour nous? La revalorisation du travail par rapport à l'assistanat. C'est la lutte contre les fraudes. C'est la baisse des dépenses inutiles. C'est la montée c'est le doublement de la franchise médicale. C'est la montée. Je vous ai laissé vous exprimer. Mais alors, par exemple, prenons l'exemple de la franchise médicale. Monsieur Bazin. L'exprimer. Ce n'est pas dans le PLFSS directement. Il n'y aura pas de mesures directes puisque c'est des mesures réglementaires qui font débat, y compris au sein de ceux qui soutiennent la stabilité. On a un certain nombre de mesures dans le PLFSS pour lesquelles nous sommes en désaccord, comme sur le budget de l'État. On souhaite préserver le pouvoir d'achat, on est plutôt frileux sur tout ce qui va être augmentation de taxes et cotisations, mais on est beaucoup plus allant sur la question de la revalorisation du travail. Donc on pense qu'il faut avoir un point de vigilance sur chacun. Et sur la notion d'effort juste, oui, je crois que c'est la demande de justice sociale qu'on entend dans nos territoires, que vous soyez plus efficace, qu'au dernier kilomètre dans nos territoires, on n'ait pas d'abandon en termes d'investissement, mais que ce qui est dépensé parfois inutilement sur des missions redondantes dans des agences, on puisse enfin s'y attaquer. Quand vous avez une fraude qui est détectée par l'assurance maladie, que les complémentaires puissent être prévenus, quand les complémentaires détectent une fraude, qu'elles puissent prévenir l'assurance maladie, voilà des éléments très concrets qu'on veut porter. Nous, on va essayer pas à pas d'améliorer ce budget, de le corriger pour qu'il soit le meilleur possible. Harold Duvart, vous voterez la suppression de la réforme des retraites?
La suspension, pardonnez-moi. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faille travailler plus compte tenu de l'allongement de la durée de la vie, de l'équilibre démographique, c'est une évidence. Après, le couperet à 64 ans est créateur d'injustices profondes et il y a d'autres façons d'envisager l'allongement de la durée de cotisation, la nécessité de travailler plus sans forcément pénaliser ceux qui sont déjà les plus fragiles. Et donc, je pense que sur ce sujet-là, comme sur le budget, on ne peut pas faire peser en permanence l'effort de redressement de nos finances publiques toujours sur les travailleurs, les classes moyennes et les retraités les plus modestes. Je pense qu'il y a un besoin de justice qui a été largement oublié au fil des années et que ce soit sur les niches fiscales, sur les plus grandes fortunes ou sur un certain nombre de dépenses, il y a un débat de fond à avoir et 70 jours ne seront pas de trop pour l'aborder. On l'a appris juste avant cette émission, le début de la discussion budgétaire, ce sera lundi en commission et dans l'hémicycle à partir de vendredi prochain. Vous avez prévu quelque chose pour Noël ? Non, rien. Vous êtes prêt à ne pas repartir dans vos circonscriptions jusqu'à Noël parce que ça veut dire un débat budgétaire jour et nuit jusqu'à la Madame, fin décembre. on l'a déjà fait. En tout cas, oui. Nous l'avons fait l'année dernière. Nous avons été présents dans l'hémicycle pour justement faire passer ces amendements. Mais justement, là, il va falloir tous y être. Monsieur Bazin, il n'est pas d'accord. Non, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que faut pas caricaturer. Ça sera avant Noël, c'est autour du 23 décembre, puisque après on a ça peut aller jusqu'au 31 décembre. On a eu les 8 jours d'examen par le Conseil constitutionnel pour la recevabilité des mesures. Le budget de la sécurité sociale, on le commencera jeudi de la semaine prochaine et en séance le 4 novembre. On est prêt. Enfin, je crois que ma collègue peut en témoigner. Quand il s'agit d'être du matin au soir, du lundi au dimanche, on est prêt et on le fera avec beaucoup. Moi, j'ai rarement loupé des séances. Ah, mais on est très heureux de vous l'entendre dire. Et sur les mesures qui seront prises, faut qu'on soit point par point très concret aussi sur ce dont on parle, parce que derrière, s'il n'y a pas de budget, on n'a pas de visibilité, et le chaos, les pertes de points de croissance, ça coûterait plus cher à notre pays. Mais je vous pose la question parce qu'il y a une image qui est souvent délétère dans l'opinion, c'est de voir un hémicycle vide en pleine nuit quand des amendements importants sont examinés. Oui, mais on a, par exemple, vous allez voir, quand on sera en train d'étudier en commission des affaires sociales le budget de la sécurité sociale, en même temps, dans l'hémicycle, on a la partie recettes du budget de l'État. Et en même temps, dans un certain nombre de commissions, on examine les parties dépenses. Vous prenez la commission de la défense, ils auditionnent les chefs d'état-major dessus. Donc à un moment, il faut aussi que vous, les journalistes, vous puissiez dire que c'est comme si au collège, on avait maths, français et sport en même temps. Mais dans ces cas-là, moi, je vais voir l'improviseur et je lui dis calmos. Donc est-ce qu'à un moment, il me semble qu'il y a eu des réunions aujourd'hui autour de Yael Braun-Pivet. Non mais je vois Laurent qui se moque de moi, mais c'est vrai, quand on ne peut pas être dans deux cours à la fois, Yael Braun-Pivet, elle a mené, je crois, des réunions dès ce matin sur justement la façon d'orchestrer le travail parlementaire dans les prochaines semaines. Bon, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites, à un moment, on ne peut pas être au four et au moulin et on donne l'impression de ne pas être dans l'hémicycle parce qu'en fait, on est en commission. Donc on fait comment ? On est d'abord en commission parce que c'est là où on a un travail spécialisé. Mais, mais le règlement de l'Assemblée nationale est très contraignant. Mais il faut aussi analyser que le gouvernement et la présidence de l'Assemblée nationale ne facilitent pas les choses et créent aussi les conditions d'un débat sous pression qui n'est pas forcément propice à la clarté du résultat des votes. Eh bien, on va en parler à l'approviseur. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. Motion de censure demain matin à 9h et ça commencera par la motion de la France Insoumise. Merci encore. Vous pouvez rester là tout de suite, c'est Bourbon Express, le journal de l'Assemblée nationale avec Marco Pommier. Bonsoir Marco. Bonsoir, ce soir dans Bourbon Express, le retour d'une série qui nous avait manqué depuis le 8 juillet. Le dernier épisode datait. C'est les questions au gouvernement. Les fameuses CAG sont de retour. Les premières du gouvernement de Sébastien Lecornu. Épisode 1 aujourd'hui à 14h depuis l'hémicycle de l'Assemblée. Vous l'avez peut-être suivi sur LCP. Évidemment. Et ça a commencé très fort avec un procès en illégitimité. Monsieur le Premier ministre, votre présence sur ces bancs est une anomalie démocratique car vous êtes illégitime. Vous perdez les élections, mais vous continuez à confisquer le pouvoir. Nous vous ferons partir, comme vos prédécesseurs, jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron parte, car le problème, c'est bien lui. Nous, on propose le débat, vous voulez le désordre. Vous voulez le désordre. Il n'y a, Madame la députée, aucun coup de force. Il n'y a que le respect de la Constitution. Et pendant la séance, j'avais l'œil sur un petit nouveau.
enfin petit nouveau, façon de parler. Michel Barnier, ça vous dit quelque chose? L'ancien Premier ministre élu député de Paris fin septembre. Et visiblement, il avait zappé certaines règles de la maison au point de se faire couper la parole. 2023 avec pour le seul trimestre. Donc ma question est, monsieur le Non, je suis désolée, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Je rappelle que le temps de parole est 2 minutes, sauf pour le Premier ministre. Donc il avait oublié qu'il n'était plus Premier ministre. Il n'a même pas pu poser sa question, Michel Barnier. Il n'a pas posé sa question. Enfin, il a posé sa question, mais il a été coupé. Sur le fond maintenant, on a beaucoup parlé de budget 2026. Jean-Philippe Tanguy du RN a dénoncé les mensonges du Premier ministre avec, selon lui, 19 milliards d'euros d'impôts nouveaux l'année prochaine. Pour la députée communiste Elsa Faucillon, le gouvernement vise les plus modestes, 2 groupes qui appellent à la censure. Réponse cash de la ministre. J'entends que dans quelques heures, certains d'entre vous veulent nous censurer. Eh bien, si vous nous censurez, il n'y aura plus de gouvernement. Et je peux vous dire, il n'y aura pas de débat. Le seul débat qu'on aura, ce sera un débat sur l'incertitude économique, sur le désordre économique. Et demain, sur LCP, vous pourrez suivre l'examen des 2 motions de censure contre le gouvernement, motions déposées par les Insoumis et par le Rassemblement national, à suivre dès 8h50 sur LCP, bien sûr. Dès 8h50, pour suivre en intégralité et en direct ces 2 motions de censure, leur examen et le vote. On poursuit, Marco, avec ce rapport parlementaire qui préconise de dénoncer l'accord franco-algérien de 1968, l'accord migratoire. Oui, voilà qui pourrait raviver les tensions entre Paris et Alger. C'est Charles Rodwell, député macroniste, qui tape du poing sur la table. Pourquoi? Eh bien parce que cet accord coûte trop cher, selon lui, 2 milliards d'euros. Alors il veut remettre en cause les dérogations accordées aux Algériens pour s'installer et se maintenir en France. C'est l'une des conclusions de son rapport parlementaire, adopté aujourd'hui en commission des finances. Mais 2 milliards d'euros, vraiment, la gauche émet quelques doutes. On a donc l'impression finalement que ce rapport n'est pas financier, davantage finalement un rapport de commande politique, avec à la fin un chiffre qui est fait pour faire la une de CNews, mais on se demande bien d'où il vient. Et de son côté, Charles Rodwell assume même le flou autour des 2 milliards. Nous assumons que ce chiffre n'est qu'une estimation. Pourquoi une estimation? Tout simplement parce que l'État n'est pas outillé, n'a pas les données disponibles, factuelles, à nous donner lors de ce rapport-là. Donc nous assumons, 1, d'avoir défini le chiffre le plus strict possible, et 2, d'assumer que ce chiffre n'est qu'une estimation, très probablement au rabais. Et le débat devrait revenir à l'Assemblée le 30 octobre prochain dans la niche parlementaire du RN avec une proposition de loi pour dénoncer cet accord franco-algérien de 68. Et Marco, on reste en commission des finances où l'on va examiner le budget 2026 et examiner le budget... ça creuse. Oui, ambiance pique-nique hier pour l'audition des ministres de l'économie et des comptes publics. Ils sont venus les bras chargés de douceur. Ah bon? Oui. Pour décontracter le débat, la ministre nous a amené... C'est quoi? Alors, je crois de tradition. Il fut un temps où les ministres du budget apportaient une douceur de leur contrée. Alors, il se trouve que ma contrée était essonnienne et c'est un petit plateau de charcuterie et fromage de la ferme qui est la ferme familiale. Du plateau de Saclay où mon oncle a préparé ça pour vous dans la journée. Et le ministre Roland Lescure, lui, il avait apporté du sirop d'érable. Alors pas suffisant pour amadouer les députés de l'opposition qui critiquent plutôt le pain sec budgétaire. Et les agents de l'Assemblée, eux, ils ont tiqué parce que normalement, manger en salle de commission, eh bien, c'est interdit. Et vous pouvez peut-être en témoigner, vous êtes d'accord? C'est interdit. Même un café, c'est interdit. Même un café. On a le droit de boire que de l'eau. Alors on a enquêté, parce que l'an dernier, figurez-vous que les ministres ont apporté des macarons, l'année d'avant des cannelés. Ah donc c'est bien une tradition? Donc c'est une tradition. C'est une tradition, même si c'est interdit de manger en salle de commission. Chacun sa spécialité, je le disais. Et vous, Adeline, je crois que c'est la pâte de coin. Mais oui. Vous l'avez? Mais oui, bien sûr, je fais de la pâte de coin. Et, voilà. Elle est délicieuse. Je la porte en plateau. Et elle est délicieuse parce que je l'ai goûtée. Mais oui, voilà, c'est ma pâte de coin. Merci beaucoup, Marco Pommier. Et merci à vous 3 d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. On vous donne rendez-vous demain à 19h30 pour Chaque Voix Compte. On vous rappelle que demain, vous avez rendez-vous à 8h50 sur LCP Canal 8 pour suivre l'examen des 2 motions de censure déposées par LFI et par le RN. Nous, donc, on se retrouve à 19h30
19h30 demain. Cette émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30 et elle est disponible aussi en replay sur lcp.fr. Merci à Laurent, merci à Lou, que l'on peut lire dans Paris Match, la une de Paris Match demain. C'est un jeune actif qui a toujours pas décidé de prendre sa retraite. Hugo Frey. Ah oui, c'est pas à 60 ans, lui, à la retraite. Non, c'est pas à 60 ans. L'amour n'a pas d'âge. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est Débat Doc avec Jean-Pierre Gracien. Passez une très belle soirée. À demain.